Salut, je suis Meryl Mezat et vous écoutez Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. Vous êtes bien installés ? Alors, bonne écoute. Vous écoutez Tropiculture. Tropiculture par Meryl Mezat. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Tropiculture, votre nouveau rendez-vous. Mon invité du jour est une personnalité qui sait comme personne d'autre éveiller nos consciences, aiguiser nos regards, mais aussi bousculer nos mondes intérieurs et extérieurs. Il a cette ingéniosité que seuls possèdent les grands conteurs, celle qui consiste à nous confronter à des épisodes brutaux de l'histoire, mais avec un savant mélange de gravité et de légèreté. Et évidemment, on ne peut que se laisser emporter. Du Tchad dont il est originaire, il puise son inspiration et plus globalement du continent africain. Mais c'est en Suisse où il vit depuis une 40aine d'années qu'il libère la parole et écrit. Il écrit des œuvres saisissantes à mettre dans les mains du plus grand nombre. Il s'appelle Netonon Noël Njekeri, auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier roman, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, publié aux éditions Elis Hélas, sera au cœur de notre conversation et vous allez très vite comprendre, chers amis, pourquoi ce livre est à lire de toute urgence. Bonjour Noël Njekeri. Bonjour Meryl. Merci d'être ici. Avant toute chose, après ces 2 dernières années qui ont été profondément marquées par la pandémie et depuis plusieurs mois maintenant, une guerre sévit au cœur de l'Europe, je suis tentée de vous demander tout simplement comment vous allez. Moi je vais très bien, merci. C'est clair que ces 2-3 dernières années n'ont pas du tout été faciles. Même si on nous prête à nous autres créateurs et écrivains en particulier, le fait d'être déjà confiné par métier en quelque sorte, plutôt par nature ou par passion, eh bien c'est pas du tout facile de vivre entre 4 murs, de ne plus avoir le droit d'échanger les poignées de main. Parce que à travers les poignées de main, on a des poignées de chaleur, on échange de l'humanité. Comment l'auteur que vous êtes, lorsque vous vous retrouvez soudain confiné, sans moyen de sortir, comme vous le souhaitez, ni d'aller au contact de l'autre, au contact de cette autre ressource qu'est l'autre, comment faire pour créer ? Alors, comme on en est privé, eh bien, ce sont les souvenirs qui remontent. Ce sont les souvenirs, et là, les souvenirs font la part belle à la nostalgie. Et c'est là-dedans qu'on puise pour créer. Puis, on a évoqué le fait que dans la foulée du confinement, il y a cette guerre qui éclate en plein cœur de l'Europe. Et ça, c'est un carburant qui vient... je dirais, porter à incandescence déjà une angoisse qui est latente du fait du réchauffement climatique. Et cette angoisse, elle est surtout très forte chez les jeunes. Je me réjouis que nous ayons cette conversation à l'occasion de la sortie de votre dernier roman, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, publié, je le rappelle ici, aux éditions Elis Hélas. C'est un livre majeur, brillant par sa langue, mais c'est aussi un livre utile pour la génération actuelle, mais aussi pour toutes celles qui viennent, car vous réussissez à mettre la lumière sur un pan assombri, voilé de notre histoire, celui de la traite transsaharienne, une réalité dont on parle très peu. Comment expliquez-vous cela ? Vous savez, il y a diverses raisons qu'on peut convoquer pour expliquer ça, mais j'aimerais pas remonter très très loin. C'est le 10 mai dernier,
on a célébré, on a commémoré ici en France les mémoires de l'esclavage. Et à cette occasion, il y a un grand intellectuel africain que je ne nommerai pas ici par respect pour lui, était invité à parler de ce qui a conduit à cette journée, ce que lui inspirait cette journée. Et donc, cet intellectuel a évoqué la traite négrière transatlantique, c'est-à-dire la déportation des Noirs d'Afrique vers les Amériques, qui a commencé au XVIe siècle et qui a plus ou moins pris fin au début du XXe siècle. Et ensuite, il a évoqué l'esclavage traditionnel. Je pense que par esclavage traditionnel, il essayait de nommer pudiquement, entre guillemets, cette traite qu'on appelle la traite orientale ou la traite transsaharienne a précédé la traite transatlantique, puisque on peut arriver à la dater précisément. C'est en 652 que ça a commencé. En 652, il y a un général arabe qui a imposé au roi nubien Kalidurat, après la défaite de ce dernier, de livrer 300 à 500 esclaves par an à l'imam des musulmans à Assouan. Donc, c'est vraiment à partir de là que ça a commencé et ça a culminé au 19e siècle et ça continue encore aujourd'hui sous d'autres formes, mais dans ces manifestations, même les plus révoltantes, puisque en 2017, CNN a pu encore filmer et diffuser une vente à la criée de Noirs, en particulier de Nigérians, en Libye. En Libye, et je pousserai encore le bouchon plus loin en disant que toute la bande sahélienne est aujourd'hui en état d'insécurité endémique. Et si on creuse un peu là-dedans, on arrivera on montrera que l'une des sources principales de ce conflit-là, c'est la traite transsaharienne, qui a créé, mais vraiment, qui a perverti totalement les rapports que les populations de cette zone ont entre elles. C'est un sujet troublant à tout point de vue. Comment, selon vous, Netonon Noël Djekeri, expliquer ce silence? Comment expliquer cette espèce de voile posé sur cette troublante réalité de notre histoire, ce qui pourtant n'a pas été le cas de la traite transatlantique? Alors, je vais évoquer quelques réponses à cette question. C'est que dans la traite transatlantique, les capitaines des bateaux négriers tenaient une comptabilité très précise de la cargaison qu'ils convoyaient. Et il veillait à ce que les pertes soient minimisées. Et la traite transsaharienne ne faisait pas du tout l'objet d'une telle comptabilité. Et puis, il y a le fait que cette traite transsaharienne-là a été, comment dire, légitimée, a été beaucoup plus légitimée par la religion. A été beaucoup plus légitimé par la religion, ce qui fait que ça a servi même de moyen de pression pour obliger les gens à se convertir. Parce que, et au début du roman, je le souligne très nettement, puisqu'il y avait un débat à la fin du 19e siècle qui était celui de savoir si un musulman avait le droit de réduire un autre musulman en esclavage. Et ce débat-là n'est pas encore tranché aujourd'hui. Et puis, ce qui peut expliquer aussi cette sorte, ce voile noir posé sur l'esclavage transsaharien, c'est que les gens qui aujourd'hui tiennent, les canaux de l'information de masse, aujourd'hui, ce sont les Occidentaux. Oui. Et les Occidentaux ont toujours eu
une image de l'esclavage qui est déterminée par l'esclavage des Amériques, c'est-à-dire les plantations, un maître, les esclaves qui étaient enfermés dans des baraquements qu'on faisait travailler et pour tous ceux qui essayaient de s'échapper, on leur coupait un bras, ensuite l'autre, etc. Et on n'hésitait pas de temps en temps à les pendre. Hein. Le maître avait puisé dans le cheptel féminin qu'il avait à disposition, etc., etc. Il n'hésitait pas à faire des enfants. Et donc, c'est cette image-là qu'ici, en Occident, on a de la traite de l'esclavage. Et donc, s'agissant de l'esclavage en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, je me contenterai de citer un explorateur suisse qui vient du même canton que moi, un explorateur du début du 19e siècle, qui s'appelait Burckhardt. Alors, lui, il disait que, après sa visite en Tunisie et en Égypte, il disait, en fait, dans ce pays-là, l'esclavage n'avait d'horrible que le nom. Hein. Sous-entendu, les gens, on les appelle des esclaves, mais en fait, ils ne sont pas si maltraités que ça. Tout ça, c'est enveloppé, du point de vue occidental, c'est vu comme une espèce d'exotisme. Voilà, une espèce d'exotisme. Et même le grand Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui a vécu en Tunisie et en Algérie, ne s'est pas du tout offusqué, à ma connaissance. Du moins, je n'ai pas trouvé trace d'une quelconque offuscation de ce grand homme par rapport à l'esclavage qui avait cours là-bas. Il y a visiblement urgence d'écrire sur le sujet. Hein. Il y a urgence de s'en saisir par tous les moyens possibles pour interpeller notre mémoire. Vous le faites si bien déjà par le biais de la littérature, mais d'autres moyens, d'autres médiums peuvent également être utilisés pour raconter cette partie très sombre de l'histoire africaine. Oui, absolument. C'est l'occasion peut-être de rendre hommage à deux grands intellectuels africains qui m'ont beaucoup inspiré à travers leurs œuvres et qui ont eu le courage d'écrire sur le sujet. C'est Tidiane Ndiaye, le Sénégalais, avec le génocide voilé. Et puis Malek Chebel, l'anthropologue et intellectuel algérien, franco-algérien, qui a écrit ce monumental livre qui s'appelle « L'esclavage en terre d'islam ». Et puis enfin, pour expliquer aussi le fait que l'esclavage transsaharien reste encore très très occulté, hein, j'emprunterai l'expression de mon frère et ami Mamad Saleh Haroun qui parle d'un trou noir. C'est un trou noir. Eh bien, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a un demi-milliard on estime à un demi-milliard de musulmans en Afrique. Et étant donné que les gens sur place ont intégré cette pratique-là, hein, notamment dans des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan, hein, parce que les gens qu'on appelle au Soudan les Janjaouides, les guerriers à cheval, ce sont des gens qui perpétuent cette tradition-là. Ce sont ceux qu'on appelle les Djellaba au Tchad, etc. Donc ce sont des gens qui perpétuent cette tradition esclavagiste. Et Boko Haram ne dit pas autre chose. Hein. Boko Haram ne dit pas autre chose, puisqu'ils ont enlevé des lycéennes à Chibok et ils se sont engagés à les vendre à la criée et même à les offrir aux moudjahidines les plus méritants, c'est-à-dire aux combattants les plus méritants. Ce que vous racontez, Netono Noël Djekeri, fait froid au dos, d'autant plus que lorsque vous étiez plus jeune au Tchad, vos parents vous disaient déjà d'éviter certains sentiers, d'éviter d'aller en brousse, car des esclavagistes y rôdaient. Nous étions là dans les années 70. Boko Haram, c'est aujourd'hui. On a juste envie de se demander, mais
ça ne finira jamais. On est entré dans un cycle qu'on n'arrive pas à casser parce que justement les canaux de transmission de la mémoire se sont cassés et quand on n'arrive pas à interpeller sa mémoire, à trouver des repères pour regarder son histoire, eh bien l'histoire a tendance à se répéter. Il y a un intellectuel français qui disait, je crois que c'est Céline, après tout le procès qu'on lui a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, il disait que l'histoire ne repassait pas les plats. Eh bien moi, je dis l'histoire repasse les plats, mais en y ajoutant encore son pili-pili. Et c'est vrai que quand moi j'étais petit, et je crois que mes petits-enfants, mes petits-neveux, etc., ont droit au même discours, parce que ce sont des pratiques qui ont encore cours aujourd'hui. Régulièrement encore du Tchad, on me dit « Ah, mais dans tel village, il y a un enfant qui a été enlevé. » Faut-il passer du coup par les arts, la littérature, le cinéma et toutes ces œuvres de l'esprit pour mieux mettre en lumière cette problématique, pour mieux explorer ce sujet, à votre avis ? Je pense, oui. Je pense qu'il faudrait mobiliser tous les moyens de création, tous les moyens de création pour interroger cette histoire-là. Mais il ne faudrait pas qu'on attende que ce soit les autres qui le fassent. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'histoire des Africains, l'histoire de l'Afrique a souvent été produite par d'autres. Quelle que soit leur bienveillance, quelle que soit leur bonne volonté. C'est leur regard. Donc, il faudrait que nous allions vers nos anciens avec nos propres regards, qu'on rassemble des éléments pour interroger cette histoire-là. Noël Djekeri, vous dites dans une interview accordée à des confrères, « J'ai eu très tôt conscience que cette Afrique que mes parents me transmettaient était un monde en sursis. » Que voulez-vous dire par là à propos de l'Afrique des villages ? Alors l'Afrique des villages, moi j'ai grandi avec un pied dans le monde de l'Afrique traditionnelle encore et puis un pied dans le monde occidental. Mon père était de cette génération des tirailleurs sénégalais. Il est venu faire la guerre contre les nazis ici, en Europe. Et quand il est retourné, il est resté dans l'armée française jusqu'à l'indépendance. D'accord. Et donc, je suis né à la fin des années 50 dans une garnison militaire, ce qui m'a permis très tôt d'aller notamment à l'école française, de côtoyer les petits blancs et voilà, de jouer avec les petits blancs. Donc, j'ai appris très tôt la langue française. En même temps, en dehors de l'école, mes parents, même mon père qui est venu ici en Europe, savait très peu le français. Ma mère encore moins. Et donc, ils m'ont éduqué selon les canaux en vigueur sur place. Donc, j'ai eu une éducation traditionnelle et en même temps une éducation occidentale. Et on voyait bien, je voyais bien avec mon regard d'enfant, que les choses changeaient, que la vie autour de moi, les choses autour de moi changeaient, et ça allait plutôt dans le sens de la déperdition des valeurs africaines. C'est-à-dire, on perdait de plus en plus les valeurs africaines et on allait vers les valeurs occidentales. Et c'était très patent parce que moi, j'ai été très fasciné, très très jeune, par ce qu'on appelle communément les griots et qu'au Tchad, on appelle les gostas. C'est les maîtres de la parole. Moi, j'étais fasciné par eux. Et mes copains de jeu se moquaient de moi parce que je perdais mon temps à aller écouter ces gens-là. Donc, vous voyez, c'était net que cette culture de la parole que moi j'adorais, elle était battue en brèche par la radio, par... plus tard l'avènement du nouveau monde et c'est ça qui c'est cet effondrement, je dirais, de nos valeurs, de notre âme africaine, qui fait qu'aujourd'hui on est de plus en plus en perte de repères et je dirais même en perte de mémoire, et quand on n'a pas de repères mémoriels, eh bien, on se perd. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à la littérature et à vos écrits notamment, on ne se perd pas complètement. Elle revit grâce à la littérature et
grâce aussi à un certain nombre d'aînés qui n'ont pas abandonné cette culture de l'oralité. Je pense à Amadou Kourouma, je pense à Tamsir Nia, dont j'ai beaucoup aimé l'œuvre, et à différents autres créateurs qui ont parlé magnifiquement de ce que nous, on pouvait apporter au monde en termes de parole au sens large, en termes de manière de regarder le monde, en termes de manière de vivre. Et j'essaye à mon niveau de m'inscrire dans les pas de ce géant-là. Votre livre « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis » est un roman important. Il est porté par une belle écriture et un énorme travail de recherche que vous avez entrepris pour raconter cette vaste histoire. À quand remonte l'intention d'écrire sur ce sujet? Si vous le voulez bien, parlez-nous un petit peu du processus qui a conduit à l'écriture de ce magnifique roman. En fait, j'ai eu envie d'écrire ce livre, mais pratiquement, je dirais, au sortir de l'adolescence. Mais je n'arrivais pas à trouver l'angle d'attaque. Et au sortir de l'adolescence, je ne me sentais pas assez outillé en matière d'écriture pour me lancer là-dedans. Mais j'ai continué à recueillir des témoignages, à écouter les gens, à m'intéresser à cette histoire-là. Et puis, dès que j'en ai eu les moyens, j'ai commencé à lire sur le sujet, tout ce qui traitait du sujet. Et finalement, j'ai accumulé tellement d'éléments. Et puis, il y a eu une sœur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Léonora Miano, pour ne pas la nommer, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La saison de l'ombre et qui retourne le regard jusque-là, jusqu'à elle, du moins dans le monde francophone. On avait souvent des romans, des livres qui parlaient de la manière finalement dont les Occidentaux avaient vécu la traite atlantique. Elle a retourné la loupe, si vous me passez l'expression, pour nous montrer comment les Africains et tout ont vécu ça. Et quand elle est venue en Suisse en 2013 présenter son livre, il y a eu un débat qui s'en est suivi, et puis je lui ai demandé, je l'ai rendu attentive au fait que c'est bien qu'on parle, qu'on interpelle l'histoire de la traite atlantique, mais il y a cette autre traite-là dont il fallait qu'on s'occupe aussi. Et avec son franc-parler, elle m'a dit, écoute, je te prends au mot, il faudrait que tu écrives sur le sujet. Et c'est à partir de là que j'ai récupéré, je me suis replongé dans ma documentation et tout, et j'ai pu trouver un angle d'attaque, mais à partir des attentats que Boko Haram a commis à Bagassola au Tchad. Tout ça se passait en 2015-2016. Et dans la foulée, il y a eu les enlèvements de jeunes filles à Chibok, etc. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé mon angle d'attaque. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire ce qui allait devenir Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. Venons-en un petit peu aux trois personnages de ce roman, Zeytoun, Yasmina la Yéménite et Tomasta. Que représentent-ils ? Alors, ces trois personnages représentent, je dirais, les visages un peu des diverses formes de servitude qui ont sévi dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Il y a ce Tomasta qui est en fait, qui a été enlevé jeune à sa tribu, qui était une tribu païenne. Voilà. Et il y a Yasmina qui est une blanche, une yéménite, mariée, vendue par ses parents très jeunes à un imam qui va du reste mourir dans ses bras. Elle représente un peu les injustices faites aux femmes. Les injustices faites aux femmes. Tomasta, l'intolérance vis-à-vis des païens.
vis-à-vis de ce qu'on appelait, ce que le monde occidental va appeler les animistes. Et puis, Zeytoun, il porte tout le débat qui traverse encore aujourd'hui l'islam, à savoir, est-ce que les musulmans peuvent s'esclavagiser? À la fin du 19e siècle, il s'est créé une sorte de pénurie de gens à esclavagiser. Eh bien, certains sultans du bassin tchadien ont décidé que ceux qui ne respectaient pas l'islam dans son orthodoxie étaient esclavagisables. Hein. Et donc, à travers ces trois figures-là, je parle du drame qu'a vécu une très grande partie de l'Afrique subsaharienne. Je trace même un triangle qui va de Dakar à Djibouti, de Djibouti à Maputo, et qui remonte de Maputo à Dakar. C'est dans ce triangle-là, c'est ce triangle-là qui a servi de grenier à esclaves à la traite arabo-musulmane. Mais il y a également cet autre personnage qui est Rabat. À lui tout seul, il multipliait des massacres. Il voulait toujours conquérir plus de territoire à coups de cadavres, de ruines. Il portait en lui tant de haine. Pourquoi ? Rabat, c'est le prototype du noir islamisé qui se croit plus musulman qu'un calife, en fait. Parce que Rabat lui-même est d'extraction, il provient il a été mamelouk dans l'armée égypto-ottomane. Il a été mamelouk. Et les mamelouks, ce sont des esclaves soldats. Et alors... Son aventure, son épopée, entre guillemets, a commencé de la sorte. Il était sous les ordres il travaillait sous les ordres d'un autre chef de guerre qui était convoqué au Caire par les Anglo-Égyptiens. Parce que les Anglo-Égyptiens n'étaient pas... à l'époque, l'Angleterre luttait déjà pour l'abolition de l'esclavage. Et donc, ils ont convoqué ce seigneur de la guerre et ils l'ont mis en résidence surveillée. Et donc, finalement, Rabat s'est retrouvé à la tête de l'armée que conduisait ce seigneur de la guerre et qui ne vivait que de rapines et de razzias. C'est-à-dire, il razziait les esclaves et il les revendait. Et donc, dès l'instant où Rabat a pris la tête de cette armée, il est descendu plus au sud, c'est-à-dire dans la région frontalière entre le Soudan, le Tchad et la République centrafricaine. Et au passage, il a créé ce qu'on appelle encore aujourd'hui le sultanat de Ndélé. C'est lui qui l'a créé. Et ensuite... Eh bien, il a traversé tout le bassin tchadien pour aller s'emparer de l'empire du Bornou, qui était l'empire le plus puissant en Afrique subsaharienne à l'époque. Donc, il va se faire intrôner empereur. Hein. Et au passage, il va s'emparer de la capitale du Baguirmi, qui est un empire, un royaume du bassin tchadien. Il va s'emparer de la capitale qui s'appelait Mandjafa et il va détruire complètement Mandjafa. Mais c'est une chose que peu de gens savent, même au Tchad, c'est que Rabat n'a jamais eu d'implantation durable dans ce qui allait devenir, dans la région qui est devenue aujourd'hui le Tchad. D'accord. Voilà. Il s'est implanté dans le Bornou, il s'est emparé du Bornou et il ne vivait que de la traite des esclaves. Mais qu'est-ce que finalement tout cela dit de notre humanité ? Alors, ce que cela dit de notre humanité, c'est que dès l'instant où on a une idéologie, quelque inhumaine qu'elle soit, qui se trouve une justification religieuse, voilà, ou qui se met sous un parapluie religieux, eh bien, cette tendance inhumaine va nous affecter. Qu'est-ce qui vous fait avancer Netonon Noël Djekere ?
Je dirais que ce qui me fait avancer, c'est le rêve. Ouais, c'est le mot que j'aime beaucoup, c'est le rêve. Parce que c'est un des... De temps en temps, comme ça, j'écris, je ne les ai jamais publiés, mais j'écris des aphorismes. Hein. Et il y a un aphorisme, un des plus vieux que j'ai d'ailleurs, que je tiens de ma mère en partie. Hein. Et qui dit à peu près ceci: n'éteins jamais tes rêves, tu risques d'épaissir tes nuits et d'obscurcir tes jours. Voilà. Je reviens toujours à ça parce que je pense que l'homme, ce qui fait que l'homme tienne debout, hein, que se lève et tienne debout, ce n'est pas seulement sa colonne vertébrale. Ce sont aussi ses rêves, c'est ses aspirations. Hein. On se lève le matin alors qu'on préférerait plutôt rester couché. Mais on se lève le matin parce qu'il y a ces idées qui nous portent vers demain, voilà, qui nous portent vers nos aspirations les plus profondes et qu'on entend réaliser. Noël Djekeri, merci infiniment d'avoir fait une escale au micro de Tropiculture, le podcast. Je rappelle que votre dernier roman, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, est publié aux éditions Hélice Hélas. Le livre est disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci infiniment. Ça y est, Tropiculture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Coordonné par Morley Moussala, ce podcast a été réalisé avec le concours du Centre de danse Chrysogone d'Yanguaya. Merci infiniment à toute l'équipe. Si vous aimez Tropiculture, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Un commentaire et un maximum d'étoiles de votre part aideront Tropiculture à progresser et à gagner en visibilité. Si vous souhaitez me contacter, retrouvez-moi sur Facebook ou Instagram. Je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. Ciao, bye bye.